Je suis en vie. Il s'en est fallu de peu. La machine contrefaite a extrait l'énergie des organes factices que j'ai trouvés pour permettre à mon cœur de battre un peu plus. Quelques heures peut-être. Elle n'émet plus son bourdonnement électrique distinct, propre aux appareils fabriqués à partir de pièces détachées des bas étages. J'ai dû tomber profondément, peut-être de 20, 30 ou 40 niveaux, je ne sais pas. J'ai la crainte de n'être séparé que de quelques mètres du sol, du vrai sol. Je ne suis pas le seul à en être terrifié. Terrifié par ce qu'il se trouve en bas. Terrifié à l'idée que je ne pourrais être qu'à 10 niveaux de la terre. L'idée m'obsède et je reste allongé, immobile, pendant près de 10 minutes à contempler le vide, à travers les vitres crasseuses et fragiles de la tour 84. Le niveau dans lequel je me situais était différent du 63e, bien plus sale et répugnant. Ici, quelques heures de vie gagnée devaient être une mine d'or. Je me sens chanceux, à cet instant, d'avoir entraîné ce vieillard dans ma chute. Je prends conscience du temps qui passe, et que je ne peux me permettre de le laisser filer comme là-haut, où il est possible d'avoir des loisirs. J'ai cependant une certitude, je suis en dessous du 20e étage, de 2 ou 3 niveaux au minimum. Le dédale de salle, autrefois nommé habitation, est à présent désert. Rien à voir avec les fourmilières du 20 et 30e. J'étais sûrement plus bas, là où la vie est une denrée précieuse. Je n'ai pas les ressources nécessaires à ma survie ici. La monnaie a disparu depuis bien longtemps et seule compte l'énergie mystique de la vie. C'est celle qui alimente nos machineries, autrement appelées organes, si elles n'avaient pas été fabriquées dans des usines. C'est elle qui contrôle la société, le nombre de battements de cœur disponibles, la quantité d'inspiration qu'il nous reste, le nombre de barres d'insectes que l'on peut encore avaler. Là où l'existence est trop caustique pour ne pas nous détruire, nous n'avons pas d'autre choix que de nous y contraindre. Des appareils pour vivre que l'on nous greffe dès la naissance. J'en fabriquais de ces engins avant ma chute. J'allais chaque jour fièrement remplir mon devoir, assembler des machines pour prendre la vie des autres en otage, afin d'allonger un peu la mienne. Peut-être partir quelques jours en vacances dans les niveaux supérieurs, après des années d'économie. Je tirerai une balle dans la machinerie de l'autre moi aujourd'hui, depuis que je côtoie l'enfer des bas étages. Je me lève, décidément résolu à agir. Je dépense la première heure à tenter de trouver une plateforme suspendue de départ vers les hauteurs. En évitant les individus isolés et les groupes armés, je finis par trouver un lieu vers lequel plusieurs personnes convergent et où une foule commence à se constituer. À l'opposé de mon point de départ, le lieu est gorgé de monde, et je me dis qu'au final, je ne dois pas être trop éloigné des fourmilières. En m'approchant, je peux m'apercevoir que tous se dirigent vers une plateforme suspendue, l'objet de ma convoitise. J'y retrouve ce que je cherchais. Je me faufile à travers la queue si déconstruite que l'orbe semble hasardeux, brisé. Plusieurs d'entre eux, je le devine à leur visage, s'insultent dans le social public de la station. Je prends soin de vérifier d'être déconnecté pour ne pas être pollué d'informations inutiles. Après m'y être faufilé, j'arrive enfin à proximité d'un vieil écran posé au-dessus du comptoir, position depuis laquelle je peux distinguer les inscriptions à travers la crasse et l'ancienne technologie. Je vacille une première fois lorsque je m'aperçois du coût du voyage vers l'étage supérieur. Cela représente l'équivalent de 10 heures de fonctionnement de 3 organes mécaniques. Plus cher que le voyage du 63e étage vers le 70e. Je manque de chuter lorsque je vois le niveau auquel je me situe. Le 11e. À l'aide de ma puce, je fais un calcul rapide. Il me faudrait 23 jours minimum, rien que pour assurer le retour. De ma vie de travailleur du 63e, je n'ai jamais eu autant. Je me renseigne autour de moi, en vain. Cette plateforme est la seule sur plusieurs étages. Je comprends soudainement la queue. À l'approche de l'écran, une fois visible, la foule devient une masse de squatteurs et de désespérés. Beaucoup d'entre eux prennent de l'alnette
drogue ralentissant tout votre système, permettant de doubler sa durée de vie, en échange d'un état lymphatique vous rendant inerte. L'espace d'un instant, j'ai envie de m'y essayer. J'observe la queue que je n'ai pas quittée. Les plus violents s'achètent des billets et partent immédiatement. D'autres créditent leur ticket de départ peu à peu, minute par minute de vie supplémentaire. Derrière le comptoir, un homme à la bedaine et aux cheveux gras, hirsute et tombant pour les uns, flasque et en chute libre pour l'autre. Il est la caricature de l'étage, mal rasé, des vêtements crasseux et des dents à rendre jaloux les déserts. Derrière lui, dans son arrière-boutique était assis un enfant qui, s'il n'était pas gras comme son père, ne ressemblait en rien au vendeur de billets. L'enfant ne faisait rien, rien du tout. Il jouait innocemment avec des voitures et des personnages, leur inventait une histoire. À vrai dire, je ne pus retenir ma stupéfaction face à cette vision. Je n'avais jamais vu d'enfant jouer. Paraît-il que cela commençait pour les travailleurs des 90e niveaux. Cela me semblait invraisemblable. Pourtant, au vu du prix des billets, je comprenais où passaient les économies de l'homme gras. Payer des jours heureux à son fils, sur lequel il n'a cessé de hurler, et s'est amusé à 5 reprises de lui rappeler qu'il n'était rien et qu'il lui devait tout. L'enfant serrait les dents, les poings, et restait concentré sur le scénario qu'il déballait de manière improvisée à ses jouets. L'homme lui était exaspéré de ne pas le voir réagir, pester contre lui, avant de s'excuser auprès de son prochain client, en jurant qu'il retournerait ce soir chez sa mère et qu'il ne lui poserait plus de problème. J'avais envie d'éviscérer ce type. L'idée même qu'il puisse extorquer les habitants de ce niveau pour un but contre lequel il s'insurge montre toute sa stupidité. Comme s'il suffisait d'offrir des jouets à son fils pour le rendre heureux. Imaginer son meurtre fait naître un plan en mon esprit. Je n'en suis pas fier, mais c'est le mieux que je puisse faire. Alors, prétendant être un décamé désespéré, je m'assois, prends une position amorphe et observe. Les visages s'enchaînent, certains plus ou moins riches, embarquent à bord de véhicules archaïques, sales et oxydés, lorsque d'autres partent délestés de leur temps, une lueur morte dans les yeux. Les foules s'enchaînent et les minutes passent. Peut-être 2 heures se sont écoulées. Personne ne parle. Tous communiquent par échange direct dans le social public ou privé. Ils sont tant absorbés que certains oublient, l'espace d'un instant, la différence entre la réalité et leur puce implantée. L'homme au ventre gras ferme subitement sa boutique sous les gestes mécontents, mais silencieux, des premiers de la file. Certains s'assoient, dont un à mes côtés, pour attendre la nuit sous Alnet. D'autres fuient, de peur d'être assassinés pour pièces. Quant à moi, je me lève lentement et emboîte le pas du gérant. Je prends soin de laisser suffisamment de distance entre nous, d'emprunter d'autres chemins lorsque j'ai l'intuition certaine de notre destination commune. Au final, ni lui ni son fils ne me remarquent. Ils arrivent rapidement à destination et je reprends l'aspect d'un des drogués de la plateforme suspendue. J'observe la mère. Elle est à l'image de son ex-mari, à l'exception qu'elle est encore plus sale et répugnante, comme s'il ne s'était trouvé qu'à travers la crasse dans laquelle il baignait. Ils s'échangent des paroles laconiques. Le social est sans doute trop intime pour eux. Les 2 groupes finissent par faire demi-tour. Et moi, j'emboîte le pas derrière lui, toujours tapi dans l'ombre. L'obscurité envahit le centre de la tour 84, là où les fenêtres sont remplacées par de larges lampes à sodium, jaunâtres et dysfonctionnelles. Il n'y a quasiment personne ici, et peu cherchent la confrontation. Par chance, je peux le suivre dans le dédale dans lequel il semble se perdre. Je parviens à la porte de chez lui. Elle est couverte de moisissures et abîmée. Un léger coup d'épaule la fait céder, presque sans le moindre bruit. Comment quelqu'un comme lui peut vivre dans un taudis pareil ? Il pourrait être le roi de ce niveau et des étages supérieurs. Il m'entend et s'arme. J'arrive dans le salon et le pousse violemment. La table basse vient cueillir sa nuque grasse et la brise nette, dans un craquement étouffé.
Un coup de poing dans le visage de la femme qui était avec lui suffit à la faire tomber. Je lui ouvre le crâne d'un grand coup de chaussure. Je prends soin de dissimuler les corps de l'entrée avant d'explorer un peu l'appartement. Dans une pièce, je trouve une machine nécessaire au transfert de l'énergie. J'apporte les corps et en extrais les organes avant de les brancher à la machine et de m'y installer. La valeur énergétique des organes mécaniques s'affiche, 1 500 000 EEM, et je crois un dysfonctionnement de l'appareil. J'éteins et rallume la machine pour m'en assurer, mais elle n'en démarre pas. 1,5 million. Si une seconde fait la moitié d'un EEM, alors ces organes me donnent encore, avec mon cœur factice seul, 35 jours environ. Je vacille. Cela correspond à la richesse d'un habitant de dizaines de niveaux au-dessus des centièmes. 2 fois plus loin du sol, au minimum, que de là où j'ai toujours vécu. Je commence à trembler et à prendre conscience de mon geste, mais surtout de ce que je transporte. Je cache alors rapidement les corps et les organes sans vie dans l'appartement. Quelques bouteilles d'alcool renversées gisent ça et là. Je m'en verse dessus, bois les plus forts, plonge mes cheveux dans la crasse et déchire mes vêtements. Je devais ressembler à n'importe qui, à n'importe quoi, le plus rapidement possible. En hâte, je pars de l'appartement encore maculé de sang et laisse le corps gras et pourrissant de l'homme le plus riche de ce niveau. Après quelques minutes de recherche, je finis par trouver une bonne planque pour passer le reste de la nuit, de laquelle je ne ferme pas l'œil. Lorsqu'il me semble avoir assez attendu, sans repère spatio-temporel, je quitte le dédale sombre du centre de la tour pour me diriger vers la plateforme suspendue. Là-bas, une foule attend déjà, échangeant des regards inquiets de voir un guichet clos. La queue y est informe et déconstruite. Les premiers ont fini par laisser tomber après une trop longue attente. Je me faufile alors au-devant et patiente devant le rideau, accoudé au comptoir. Au bout d'1 heure, le rideau finit par s'ouvrir. L'homme gras et sale empestait l'alcool, et son état était pire que la veille. Je me reconnecte au social pour lui demander le coût d'un billet vers le niveau 70. Il me rétorque avec mépris que le billet coûte 1150 KEM et envoie la demande de paiement en provocation. Je paye et lui rétorque que je suis du 153e, en mission pour la tour 84, qu'il avait intérêt à obéir s'il ne voulait pas que mes amis se chargent de lui. Il pâlit et m'emmène personnellement au quai de départ, demandant à des hommes armés de m'escorter. Souriant, il m'installe dans son meilleur véhicule, vieillot et rouillé, mais propre à l'intérieur. Il réalisa la somme colossale qu'il avait entre les mains et sourit sans discontinuer. Je monte à bord du véhicule, la portière se ferme et il me remercie dans le social. 15 secondes après, la navette décolle de la plateforme de lancement. Je donne un dernier au revoir, un coup d'œil méprisant, au 11e niveau. La honte m'envahit. Je me sens fier et amusé. Je l'imagine découvrir que j'ai payé le trajet avec la vie de son fils et qu'il vient de tout perdre. Alors, oui, moi aussi, je souris.